Déjà, je me présente, je suis Samuel. Comme Pierre, je travaille chez Datananas. Et moi, je vais vous parler un peu plus DevOps aujourd'hui, vu que je vais vous évoquer Elastic Beanstalk. Donc, je pense que vous ne connaissez pas tous. Déjà, est-ce que tout le monde connaît ici au moins deux noms AWS, qui permet donc, qui est un service de data center, un peu concurrent de Google App Engine, Microsoft Azure, etc. Et donc, avant de commencer sur Beanstalk, je vais vous parler un peu de comment on pourrait faire une bonne stack EC2 sur AWS. Donc EC2, c'est quoi déjà? C'est le service AWS tout simplement qui permet de lancer des instances, donc des serveurs virtuels de tailles différentes, avec, si vous prenez plus de RAM, ce sera plus cher, tout ça, bref, vous connaissez un peu, c'est des VPS, quoi. Notamment, on va voir quelles sont les étapes de base et quelles sont les difficultés qu'on risque de rencontrer. Donc il y a deux services qu'il faut utiliser au minimum, à mon sens, pour faire une stack fonctionnelle. D'abord, il y a EC2 lui-même pour lancer les instances, vous vous en doutez. Après, il faut rajouter, alors malheureusement, je n'ai pas mis le nom à gauche, c'est Amazon VPC. VPC, Virtual Private Cloud, donc comme son nom l'indique, ça permet de gérer en fait des réseaux virtuels, dedans vous allez créer des sous-réseaux, etc. EC2 est très simple d'utilisation, pas très cher ni rien. VPC, c'est beaucoup plus complexe à utiliser, je ne vous le montrerai pas trop aujourd'hui parce qu'il y aurait beaucoup de choses à voir. Après, si on veut faire encore mieux, il faudrait gérer des auto-scaling groups, c'est-à-dire mettre vos instances EC2 dans un groupe et expliquer que à partir de temps de requête réseau, alors on redémarre une instance pour que ça load balance sur les deux. Et puis dès que ça redescend, alors on n'en remet qu'une seule. Pour ça, il faut définir une image par défaut qui va être utilisée sur votre instance. Ou alors il faut en préparer mais qui reste éteinte et qui s'allume. Enfin bref, c'est assez compliqué à gérer à la main. Bien sûr, vous allez vouloir créer des environnements, c'est-à-dire que vous aurez sûrement un environnement de dev, un environnement de staging et un environnement de prod. Donc là déjà, ça complexifie encore plus votre installation. Et puis après, le point que je soulève encore sur le VPC, c'est qu'il y a toujours moyen de mieux faire, c'est-à-dire faire un VPC avec un sous-réseau privé, un public, pour que certaines instances ne puissent pas être accédées de l'extérieur ni rien. Là-dessus, vous aurez toujours moyen de vous améliorer, mais il faut faire un peu de réseau et c'est pas à la portée de tout le monde. Même moi, j'ai un peu du mal, surtout que c'est pas du tout mon taf à la base, je le cache pas. Mais on gère, on fait comme on peut. Après, bonus, je vous parle un peu de code deploy, parce que vous allez vouloir faire de l'intégration continue, forcément, c'est-à-dire je push sur staging, ça met à jour toutes mes machines sur staging, forcément. Donc là, code deploy va vous permettre de gérer, va gérer certaines choses pour vous, notamment les environnements. Donc ce sera plus facile de gérer un staging, plus un dev, plus un production, plus un ce que vous voulez sur code deploy. Il va vous permettre surtout, alors j'ai fait une jolie faute, de deploy et rollback votre application. C'est-à-dire qu'à chaque fois que code deploy, vous lui enverrez une nouvelle version, sous format zip ou tar.gz, il va la garder de côté et si vous décidez que finalement vous devez rollback parce que vous avez laissé traîner un gros bug dans cette nouvelle version, ce sera beaucoup plus simple avec code deploy. Et enfin, surtout, son gros point fort, c'est les intégrations externes. Nous, par exemple, passé un temps, on l'avait intégré avec CodeShip. Je ne sais pas si vous connaissez, ça parle à tout le monde peut-être, non? C'est un service, en fait, qui va faire le pont entre votre repo Git, donc GitHub, Bitbucket, ce que vous voulez, et des éventuels services extérieurs. Donc, je vous conseille de regarder un peu tout ce qui est intégration continue, notamment avec CodeShip. En gros, à chaque fois que vous ferez un push, CodeShip va lancer une VM qui va faire un NPM test si vous êtes sous Node ou un RSpec sous Ruby, je ne connais pas trop après tout le reste, mais vous voyez l'idée. Et vous pourrez lui dire, par exemple, que pour la branche qui s'appelle production, si les tests passent, il va déployer automatiquement. Donc code deploy s'intègre beaucoup à l'externe, et avantageusement, code deploy ne marche pas seulement avec EC2, mais avec ce que vous voulez. En fait, code deploy vous demande juste d'installer dans vos instances un agent qui sera toujours en route, un soft qui va tourner, et il saura s'y plugger et lui dire mets-toi à jour, rollback, etc. Tout ça, c'est mignon, mais au final, on voit que ça fait beaucoup d'étapes et pas mal de services à gérer. Donc bon, EC2, on est un peu obligé d'y passer, mais si on peut essayer d'éviter un peu le VPC, code deploy, ça fait un autre service qu'on rajoute par-dessus si on veut faire les choses propres, etc. Donc du coup, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, de Beanstalk, qui est censé faciliter la tâche. Donc on va voir un peu à quel prix et tout ça. Donc là, si vous trouviez que c'était chiant, ça va l'être encore plus, parce que je vais passer sur du clic, et Internet n'est pas ultra rapide aujourd'hui. Donc comment ça se passe sur Beanstalk? Si on y va, on voit qu'on a déjà plusieurs applications. Bon là j'en ai qu'une, c'est RJDemo, spécialement pour vous.
Et dedans, on voit qu'on a 2 environnements, dont un que j'ai killé tout à l'heure parce qu'il m'embêtait un peu. Du coup, la première étape, bon, quand vous créerez une application, c'est tout simple, je vais vous montrer juste la pop-up. Vous lui donnez un joli petit nom, une description. Ça, c'est géré, c'est fait. C'est assez tranquille à ce niveau-là. C'est quand on va vouloir créer un environnement que ça va se corser. Est-ce que tout le monde voit déjà un peu, j'ai zoomé, mais je n'ose pas zoomer plus parce que j'ai peur qu'après l'interface soit écrasée. C'est bon, tout le monde voit? Parfait. Du coup, on va se dire qu'on va créer un nouvel environnement. Là, on a sample-env qui tourne et on a envie d'en avoir un deuxième. Donc déjà, il y a 2 types d'environnements. Alors là, c'est pas très lisible. 2 types d'environnements sur Beanstalk. Donc web server, vous imaginez bien, bah voilà, comme il dit, c'est pour un site, une API, ce que vous voulez, et ça communique en HTTP. Et il y a les environnements worker, qui eux sont plutôt pour du gros calcul. Donc je ne sais pas si vous connaissez SQS, c'est un service sur AWS qui gère des queues. Donc les workers en fait vont scaler complètement différemment des web servers. Un environnement web server, typiquement, vous allez le faire scaler sur du réseau, sur un nombre de requêtes, sur un nombre d'octets qui passent dans un certain intervalle. Les workers, ça va être plus genre s'il y a une queue qui se remplit beaucoup trop, ben, vous allez scaler selon ce paramètre. Donc on va faire un joli serveur, un joli environnement web. Donc là, bien sûr, on était sur du Node.js. Alors voilà, déjà niveau compatibilité, on est plutôt bien. Vu que vous avez un certain nombre de technos possibles, donc Node.js, PHP, Python, Ruby, Tomcat, .NET, Java et Go qui sont les principales. Et après, vous avez même du Docker si vous n'êtes pas là-dedans. Et comme tout le monde utilise Docker, j'imagine qu'ici, vous avez tous au moins testé Docker. Voilà, donc vous savez à peu près, ou au moins vous connaissez la techno de nom. Vous savez du coup que ça vous permettra de mettre ce que vous voulez dessus. Voilà, et après, quand vous créez pour la première fois un environnement, vous pouvez choisir une application de démarrage. Donc Sample Application, on le verra après, je vais vous la mettre. C'est celle qu'on va choisir. On peut choisir une version d'application qu'on a uploadée nous-mêmes, on verra ça après. Ou on peut uploader un joli petit zip. Là, pour l'instant, on va commencer avec la simple. Alors là, il ne faut pas trop se faire avoir. On peut directement créer l'environnement, mais nous, on a envie de lui donner un joli nom et tout ça, donc on va faire Configure More Option. Alors oui, le designer chez AWS, il est un peu en vacances des fois, donc c'est pas ultra joli, mais c'est fonctionnel. Et ils font des progrès. Si on a le temps, après, je vous montrerai la nouvelle interface S3. Elle est assez sympa par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà, bon, déjà, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est renommer notre environnement. Là, il s'appelle Low Cost. Ça fait un peu bof pour un truc qu'on va mettre en prod. Du coup, on va l'appeler Demo Env. Alors, il faut lui donner un joli petit domaine. Donc là, on va appeler DNRJ Demo. Ah, moi, je l'ai déjà pris. Non, c'est bon. Voilà, donc déjà, premier point, sur Beanstalk, vous êtes obligé d'avoir un environnement au nom unique et au domaine unique. Le domaine est ultra important parce que déjà, vous allez faire certainement, comme vous voyez, là, ça va faire dn-rj-demo. Alors là, vous ne le voyez pas bien, mais .eu-west-one.elasticbeanstalk.com. Évidemment, vous ne donnez pas ça à vos clients. Vous faites un CNAME dessus, donc application.com sera un CNAME sur application.eu-west-one. Ce que vous voulez, etc. Donc il faut toujours checker. La description, bon là, on s'en fout un petit peu, mais voilà, vous voyez l'idée. Alors on a ça. Après, dans les paramètres un peu basiques, genre là, vous ne faites pas avoir. Si vous avez déjà utilisé EC2, vous savez qu'il y a plein de types d'instances. Voilà, là on en a une très jolie liste. Par défaut, là il vous met une T1 micro, ne prenez jamais une T1, prenez du T2 au moins. Parce que les T1 c'est des anciennes générations, je vous préviens, ils vous foutent ça par défaut alors que ça tourne à peine. Voilà, bon. L'AMI ID, alors ça c'est très important. C'est l'image de base qui va être utilisée pour votre instance. Sur EC2, vous connaissez un peu le principe, comme c'est des instances, vous avez un disque dur virtuel, un peu comme une VirtualBox finalement. Et l'AMI, en fait, ça va être un disque par défaut qui a déjà des choses installées dessus. Donc là, en l'occurrence, il nous donne un AMI vide normalement. Mais si vous avez créé vous-même un snapshot d'une instance qui contient déjà des logiciels, etc., que vous voulez utiliser, vous pourrez l'indiquer ici. C'est ultra pratique. Si vous compilez des choses et que vous ne voulez pas qu'elles soient à chaque deploy, bah, vous faites une instance, vous compilez dessus, vous faites un snapshot et vous pouvez réutiliser autant de fois que vous voulez cette image. Après, vous pouvez aussi choisir le type de volume. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. En général, on prend le conteneur default parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de disques sur du Beanstalk. Ça, c'était un peu pour les bases. Ah oui, donc pour info, là on ne va pas le faire, mais on peut le plugger sur un VPC, forcément, je vous en parlais un peu tout à l'heure.
Ça complexifie la tâche, comme je vous l'ai dit. La première fois que vous créez un environnement sur Beanstalk, il peut vous créer un VPC tout seul. Par contre, la deuxième fois, vous pouvez toujours courir, il faudra vous débrouiller. Donc là, on ne va pas le faire parce que ça ne nous est pas utile. Enfin, si vous avez du RDS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service de base de données d'AWS, voilà, vous pouvez choisir 2-3 infos. Donc là, je pourrais très bien lui mettre voilà, MySQL, Oracle, Postgre et SQL Server, pour ceux qui sont un peu Microsoft. Là, on ne va pas le faire, pareil, mais vous voyez l'idée. On peut choisir des bases de données, on peut déjà donner une taille, etc. Donc là, on voit déjà, rien qu'avec ça, que Beanstalk, finalement, est déjà une interface autour de plusieurs services. Et le gros point fort que vous allez pouvoir retenir, c'est qu'il n'y a aucun surcoût à ça. Beanstalk fait que taper dans des services existants, sans jamais vous rajouter un seul surcoût. Par contre, il tape dans des services parfois qui sont un peu chers, selon comment vous configurez votre truc, je vous préviens. On en parlera un peu après aussi. Là, ça va devenir intéressant. Vous pouvez configurer les instances de votre environnement. C'est-à-dire que là, on est en mode single instance, c'est-à-dire à chaque fois, il y aura une EC2 qui sera lancée. C'est chouette, c'est sympa, mais quand on arrive en prod, on aime mieux faire du load balancing. Et là, on débloque des options. Alors, les zones d'availability, on s'en fout un peu pour l'instant. Mais dans tous les cas, vous pouvez dire, je veux qu'il y ait minimum tant d'instances qui tournent, maximum tant. Bon, là, on va laisser 1 et 1 parce qu'on n'a pas envie non plus de dépenser à mort pour ça. Et puis après, vous allez faire les scaling triggers. Alors, on reviendra dessus un peu après. Dans tous les cas, une fois que vous avez fait votre configuration un peu de rêve, finalement, là, vous allez pouvoir le créer. Et là, on arrive au premier point négatif que je vais vous soulever sur Beanstalk, parce qu'il en faut. C'est très lent. Là, il vous dit « This will take a few minutes ». Vous en avez pour minimum 5 minutes, si ça se passe bien. Mais du coup, j'ai prévu le coup. C'est pour ça qu'on a une autre appli en vert. Donc là, on voit, elle est en gris un peu foncé, parce qu'elle est dans un état pending. Là, on est plutôt bien. Il y a plusieurs états. Si c'est en jaune, c'est warning. C'est que vous pouvez commencer à vous inquiéter. Et quand vous avez un de ces trucs-là qui est rouge, vous pleurez. Et vous pressez dessus pour essayer de régler le problème. En rouge, c'est vraiment genre les instances répondent plus, elles se sont toutes éteintes, c'est pas normal, enfin bref, vous imaginez bien. Donc là, on est sur un autre environnement que j'ai créé exprès pour vous aussi, donc lui qui tourne, qui marche bien. Donc on voit qu'il a une santé OK. On voit qu'il y a des events à chaque fois, donc là, je vous montrerai un peu plus la page d'event après. Là, on n'y a pas touché, pour info, vous pouvez changer quand vous voulez. Alors, une fois que vous avez choisi Node.js, voilà, vous ne pouvez pas changer de techno. Là, on a pris Node.js en l'occurrence. Vous pouvez choisir la distribution que vous utilisez, en tout cas la version. Vous êtes obligé, par contre, d'utiliser du Amazon Linux. Pas de Ubuntu, pas de Debian. Là-dessus, bon, dans tous les cas, normalement, si vous faites bien votre taf, vous n'avez pas besoin de vos SSH dans l'instance ni rien. Du coup, là-dessus, on ne va pas y toucher, mais voilà, vous voyez qu'on a plusieurs versions. Là, on est en 2016-09 avec Node.js qu'on a indiqué normalement en 6. Ah oui, c'est plus loin, mais on peut indiquer la version du runtime qu'on veut. C'est justement là qu'on ira après. Donc déjà, je vous montre un peu la page d'event. Voilà, là, c'est tout ce qui s'est passé sur mon environnement. On voit que par moment, il est passé en warning. À aucun moment, il a dû passer en rouge. Voilà, bon, après, on peut en load more. Par exemple, environment update is starting. On voit que en fait là, j'ai voulu démarrer un nouveau, j'ai voulu mettre une nouvelle version de l'application. Il m'a dit du coup voilà, je l'ai mis sur des nouvelles instances. Du coup, je suis plus en OK, mais je suis en info parce qu'on ne sait pas trop si tout se passe bien ou pas. Voilà, après il dit qu'il a réussi, tout ça, bref, pas mal de choses. Et du coup, comme on l'a vu, il a une URL et du coup on va aller dessus pour voir ce que ça donne. Et voilà, quand vous avez déployé votre première application, si vous utilisez la sample app, vous avez un joli message qui vous félicite, voilà, qui est sympa. À droite, vous avez des liens vers la doc, toujours utiles, ils sont assez gentils à ce niveau-là. Et maintenant, on a envie de faire un peu mieux, on a envie de déployer une nouvelle version. Alors on va voir où en est notre autre environnement d'ailleurs, qui est en train de se lancer normalement. Voilà, vous voyez, il est toujours en cours. Bon, je n'ai pas parlé non plus 20 minutes, mais il en est déjà à 3 minutes. Là, bon, alors, pour intéressant qu'on va soulever, quand même, on voit quel service il utilise. Là, il parle de CloudWatch, donc il crée des alarmes qui surveillent vos instances. Il a créé, là il le dit, il a créé un auto-scaling group, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, il l'a fait pour vous, vous n'avez pas besoin de vous soucier de comment il marche ni rien, c'est merveilleux. Enfin voilà, si vous suivez un peu le démarrage, vous verrez tout ce qu'il crée. Du coup, c'est là que ça devient intéressant.
On a des application versions, donc tout simplement, vous pouvez uploader vous-même un zip. Donc vous donnez un label à la version, une petite description si le cœur vous en dit et vous uploadez ça. Là-dessus, c'est pas ultra compliqué. À noter, quand vous déployez par exemple un Node.js, bon vous n'êtes pas nombreux, j'ai cru comprendre à avoir fait du Node.js, mais vous avez le même genre de problématique, je pense, sur vos autres softs. Souvent, vous avez un fichier qui va décrire vos dépendances. Vous savez, sur Node.js, c'est le package JSON. Sur Ruby, c'est les gemmes, tout ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de les inclure dans le dossier. Vous donnez juste votre fichier de dépendance, il va les installer pour vous. Parce que sinon, ça vous fait un zip d'une taille monstrueuse et vous prenez 3 ans à uploader pour une petite mise à jour, c'est un peu dommage. Donc effectivement, selon le runtime que vous avez, Beanstalk saura faire un npm install ou un gem install ou je ne sais quoi, ou un PIP si vous utilisez Python, etc. Donc, alors là, je vais vous avouer un petit truc. J'ai pas exactement la même application que nous a fait Pierre, mais un truc qui tombe bien, c'est qu'il m'a donné une version qui ne marchait pas. Donc on va voir comment ça se passe quand un deploy fail. Désolé Pierre, ne vous inquiétez pas, on en a une qui marche aussi. Voilà, donc en fait, je vous explique le petit souci, et pourtant, je pensais qu'on l'avait fait. En fait, donc déjà, je vais lancer le deploy. Donc vous voyez, c'est RJDemo 2 qui ne marche pas. Là, une non plus, de toute façon. Voilà, quand vous faites un deploy manuel, voilà, vous choisissez sur quel environnement. Donc là, on va le mettre sur sample. On va tenter. Voilà, donc là, il nous dit, ah, ça a commencé, machin. Si on va sur nos pages environnement, alors on voit que démo1 va fini, c'est parfait. On pourra travailler dessus. Et on voit que sample1, si on va dessus, voilà, il nous dit, je suis en cours d'update, t'en fais pas, je gère pour toi. Il nous dit toujours ça, mais parfois, il ment un peu, il ne gère pas toujours ultra bien. Mais il fait un très bon taf, hein. Je ne suis pas là pour descendre la techno, on l'utilise tous les jours et globalement, ça marche très bien. Du coup, j'en étais où? Oui, donc là, on a lancé un deploy et on voit que ça va tourner tranquillement. En attendant, on va commencer à aller du côté de notre nouvel environnement pour voir un peu ce qui se trame. Ce qui se trame aux alentours. Donc on voit qu'on a une page de santé. Alors, il y a 2 types de santé, et ça, vous verrez très vite. Il y en a une basique et une améliorée. Prenez pas la basique, parce que vous pouvez dire adieu à toute donnée intéressante de santé. Mais par contre, avec l'améliorée, vous payez un peu plus cher, vu qu'il va créer des alarmes, etc. Mais bon, pour un environnement de développement, vous pouvez y aller en mode basique, vous en foutez, mais dès que vous êtes en prod, forcément, vous allez vouloir des alarmes, des notifications et tout un tas de choses. Donc voilà, là on voit, alors bon, comme on n'a pas vraiment fait de requête, il ne donne pas de données, mais il vous donne des infos intéressantes, genre combien il y a de requêtes par seconde sur les dernières minutes, combien il y a de 200, 300, 400, 500, vous voyez, la latence, etc. Là-dessus, c'est assez sympa, on peut avoir à peu près toutes les stats qu'on veut et faire des alarmes sur tout ce qu'on veut. Après, niveau log, voilà, là on n'en a pas, mais en fait vous pouvez request log, donc ça va vous dump, pour ceux qui utilisent un peu Linux ou Unix ou Mac, le /var/log qui contient tous les fichiers de log, il va vous le dump pour toutes les instances qui sont actuellement en route. D'ailleurs, point intéressant, on peut peut-être aller voir les instances qui sont en cours de fonctionnement. Voilà, donc on voit que SimpleEnv a une instance, alors je vais juste descendre un peu ça, voilà. On voit qu'il nous a créé des instances un peu tout seul, au final. On a SimpleEnv qui en a une en running et qui en a une en terminated. Vu que je l'avais update, forcément, il avait arrêté les précédentes instances. Voilà, du coup, normalement, il y a DemoEnv, voilà, aussi, qui est en running, là-haut. Bon, ça, c'est pour le détail, mais en gros, comme Beanstalk tape dans des services qui sont liés à votre compte, vous pouvez aller voir ces services en direct. Si vous allez sur CloudWatch, vous verrez les alarmes. Sur CloudFormation, vous verrez aussi tout ce qu'il y a de nécessaire à voir. C'est assez pratique là-dessus. Normalement, notre autre environnement devrait avoir bientôt terminé. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est en rouge. Et là, c'est la panique. Donc, on a lancé un truc qui ne marche pas. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et notamment, on peut très bien se dire, soit j'ai dans Application Version, je reprends la simple app qui marchait et je la déploie à la main sur l'environnement qui est en rouge. Mais sinon, on va voir un truc pratique que vous utiliserez sûrement pour vos déploys, qui est le swap d'URL. Le swap d'URL, c'est très simple. On a vu que chaque environnement a une URL personnelle. SimpleEnv, c'est simpleEnv.xz machin.us machin. Et après, on en a donné un plus joli pour démo. Quand vous voulez faire un deploy sans interruption, alors Beanstalk permet déjà de faire un deploy sans interruption, mais quand vous voulez faire un deploy et tester
votre nouvelle appli direct en prod avant même de la laisser aux utilisateurs, vous allez la déployer en fait sur un environnement qui n'est pas utilisé. Cet environnement non utilisé, vous allez y aller dessus une fois que c'est fini pour tester, etc. Puis après, joli petit tour de magie, vous allez prendre les deux environnements que vous voulez inverser, donc c'est-à-dire celui qui a l'ancienne et celui qui a la nouvelle, et vous allez lui dire d'échanger les URL. Là-dessus, c'est ultra pratique parce qu'une fois que c'est fait, c'est un clic. Alors, il y a un temps de propagation DNS un peu léger vu que c'est forcément on change du DNS. Mais du coup, ça fait, voilà, alors là, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ici, ça vient de changer. Maintenant, démo env qui fonctionne nous ramène sur la bonne URL. Donc là, voilà, c'est toujours la même page. Donc ça permet en fait de faire des changements quasi instantanés sous peine d'avoir deux environnements dont un fonctionnel. Là-dessus, c'est la condition. Du coup, c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de notre cher petit environnement en rouge? Bon, on va juste prendre une version fonctionnelle de l'appli. Donc là, on va prendre RJDemo 3 et on va la remettre dessus. C'était bien simple alors. Ouais, c'est ça. Et pourquoi elle crachait? Alors, simple bonne raison. Ah oui, excusez-moi, c'est ça que je me suis interrompu tout à l'heure. Tout simplement parce que l'application qu'il m'a passée essayait de se connecter à MongoDB et que je n'ai pas installé MongoDB dans les instances et que du coup le serveur au démarrage crachait directement parce que pas de Mongo et du coup Beanstalk essaie quand même à chaque fois de le redémarrer, genre allez vas-y tu peux le faire et non il peut pas le faire. Voilà. C'est tout bête. Et du coup, j'ai modifié l'appli, et vous voyez, j'en ai uploadé une nouvelle, la 3, qui en fait utilise le connecteur memory dont il vous a parlé au début. Bon, du coup, on ne persiste pas nos données actuellement, mais voilà, ça fonctionne. Du coup, déjà, ok, parfait. Voilà, là, ça a été très rapide. Je vous ai menti tout à l'heure, je vous ai dit que c'était lent. Mais on va voir pourquoi ça peut être ultra lent. Et normalement, là, si je vais dessus, du coup, sur cette URL-là, j'aurai, voilà. On a l'API qui est toute mignonne, voilà, on a son uptime en plus, merci. Donc ça c'est ce que renvoie Loopback directement. Hein. Ça, Beanstalk, vraiment, il fait du proxy et c'est tout. À ce niveau-là, il ne va jamais modifier votre sortie. Si je vais sur /explorer, est-ce que je l'aurai? Oui, alors je vais le dézoomer quand même, mais voilà. Tout à l'heure, vous l'avez vu, voilà. Alors c'est peut-être pas exactement le même, vu que je sais pas si... Ouais, si, on a même la whitelist, c'est bien, on a une application fonctionnelle. Voilà, donc du coup, c'était pas ultra complexe, c'était un peu de conf à faire, mais une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Quoique, aujourd'hui, je me dis, j'ai de plus en plus d'utilisateurs, j'aimerais bien quand même que ça scale un petit peu mieux. C'est logique parce que forcément, si vous avez une startup qui marche ou autre, vous allez vouloir accueillir du monde. Du coup, alors en plus celui-là, il est en single instance. Alors on va pas le faire sur celui-là, du coup on va le faire sur celui qui est déjà en load balancing. Vous allez vouloir configurer un peu le load balancing très gentiment. Donc du coup, déjà, auto-scaling. C'est tout bête, comme je vous disais, c'est minimum d'instances, maximum. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de monde, alors on se dit on va laisser une minimum, mais cette fois, on va laisser 3 instances max, ce qui est pas mal en soi déjà, normalement. Bon, je dis pas que ça va tenir des milliards de personnes, mais voilà, c'est déjà une petite base. Les availability zones, pour l'instant, on s'en occupe pas. Et on va parler un peu scaling trigger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va créer pour vous, Beanstalk, un groupe d'autoscale, c'est-à-dire qu'il va être en mesure de démarrer et éteindre des instances selon l'utilisation de votre app. C'est cool, mais par contre, il faut le configurer, c'est là que ça devient sympa. C'est qu'il y a pas mal de paramètres. Donc on peut selon le CPU, les entrées-sorties réseau, les écritures sur le disque ou les lectures, la latence, pas mal de choses finalement. C'est assez intéressant. Nous, on va faire simple, on va faire sur le request count. Après, voilà, vous avez minimum, maximum, average, ça, voilà, après, c'est du détail. Là, on va lui dire un count par seconde. Et s'il a plus de... Alors, ah oui, la measurement période. Donc, un scaling trigger se compose... Pardon, je me suis un peu... j'ai un peu trop vite avancé un peu trop vite. Un scaling trigger a besoin de plusieurs paramètres, et notamment, en plus du type de trigger, de sa stat et de son unité, il aura besoin du temps d'évaluation, dans le sens où si vous lui dites mesure pendant 5 minutes, ça ne sera pas la même chose que pendant 2 minutes, vu que si on atteint votre trigger en 2 minutes, ça va trigger,
comment l'expliquer? En gros, je pense que vous avez compris l'idée. C'est que si je lui dis 2 minutes, c'est dès qu'on a atteint mon trigger, s'il dure pendant plus de 2 minutes, alors je scale. Donc là, bon, on va laisser 5 minutes parce qu'on est assez tranquille. Donc là, si on a... alors voilà, là, le upper threshold. Donc on va lui dire si on a plus de 10 requêtes par seconde pendant une période de 5 minutes, donc c'est une moyenne qui sera faite, alors tu vas augmenter de une instance. Voilà, c'est assez simpliste finalement. Et on peut faire pareil pour le scale descendant. Donc là, on lui dit pareil, 5 minutes. Si tu as moins de, alors on va pas mettre 10, on va dire 5 requêtes par seconde pendant une durée de 5 minutes, toujours en moyenne, alors tu enlèves une instance. Alors ce qui est intéressant, vous voyez le petit moins, c'est que vous pouvez faire en sorte que si vous avez moins de requêtes par seconde, il rajoute encore des instances. Donc vous pouvez faire un truc qui va toujours scaler vers le haut et jamais retomber. Alors ça fait rire un peu sur le coup, je vous comprends tout à fait, mais ça a son côté pratique de se dire je veux faire une appli, je suis sûr que j'aurai toujours de plus en plus de monde et que 24 heures sur 24 l'utilisation sera croissante, ça a son côté pratique. Bon, très peu de boîtes ont ces besoins, mais c'est possible, vous le saurez. Là-dessus, bon, on va appliquer ce changement de conf. Et là, pareil, normalement, si voilà, pareil, donc on le voit encore, rebuild. Et ça va être encore très long. Et encore là, on a qu'une instance qui va être remplacée. Mais du coup, on va en profiter pour regarder d'autres options. Alors je vais faire un truc, on va faire pareil sur SimpleEnv, du coup on va le mettre en mode load balancer pour qu'on puisse faire aussi des tests. Hop. Donc voilà. Donc par contre, oui, alors si vous étiez en single instance et que vous passez en load balancing, vous ne pouvez pas tout de suite configurer les triggers. Donc il faut prévoir le coup un peu à l'avance, tout ça. Voilà, pareil, on l'applique. Voilà. Bon, là, il vous prévient qu'en fait, comme c'est une opération un peu lourde de passer de je reste toujours à une instance à je scale, forcément, il va vous prévenir je vais devoir tout éteindre et tout rallumer, donc ça va faire un downtime. C'est là que le swap URL est pratique. J'aurais pu vous montrer, on peut aussi cloner un environnement, et là-dessus, ça aurait été assez intelligent. Mais il y a des choses que vous pourrez découvrir par vous-même, de toute façon. Et puis là, on va parler un petit peu aussi d'un système. Alors lui, il a déjà fini. Maintenant là-dessus, on aura 3 instances max. Et ça augmentera de 1 à 1 toutes les 5 minutes selon le nombre de requêtes par seconde. Voilà, c'est tout simple. Et là c'est le point intéressant pour faire du déploiement sans interruption ni rien, et c'est vraiment là que tout va se jouer, c'est les deployment policy. Donc, vous avez plusieurs types. Alors, ils sont gentils, ils mettent le lien de la doc à côté, mais je vais vous l'expliquer. Parce qu'il faut connaître un peu la différence entre tous ces petits trucs, mais surtout les avantages et inconvénients de chacun. C'est-à-dire que quand vous avez développé une nouvelle version de l'application, vous allez pouvoir définir de quelle manière il le fait. Il y a le fameux All at Once là, qui est choisi par défaut en général. C'est genre une nouvelle version, tu mets d'un coup sur toutes les machines et tu vois si ça passe. C'est assez bourrin, et s'il y a un problème, toutes vos machines sont dans le mal, c'est pas terrible. Il y a le rolling qui commence à être un peu plus intéressant. Donc pour le rolling, c'est genre, si tu as plusieurs instances, tu les fais une par une, et tu checkes tranquillement si chacune passe. Donc en général, c'est celui-ci plus rolling with additional que je vous montre après, qui fait que s'il y a un problème sur une des premières instances qu'il est en train de déployer, il va s'arrêter, il va les remettre à l'ancienne version pour être tranquille. Parce que oui, il gère aussi ça, effectivement, le but c'est quand même de ne pas bousiller vos trappes et de ne pas empêcher vos clients d'y accéder. Il va faire en sorte que si ça se passe mal, ça rollback. Additional batch, c'est pareil, sauf que vous allez pouvoir lui dire, si par exemple vous avez 2 instances qui sont en route, au minimum vous allez pouvoir lui dire, je veux toujours qu'il y en ait une en plus en route, donc il y aura toujours minimum 3 instances pendant le deploy. Voilà, ça c'est assez simple. Et puis il y a l'immutable, ça c'est le plus beau, c'est le plus puissant, mais c'est le plus long, très très long. Il va carrément recréer un environnement de manière invisible, exactement le même en mettant la nouvelle version, et une fois qu'il est sûr que tout marche bien, il va swapper sur le nouvel environnement et éteindre l'ancien. Comme son nom l'indique, c'est certainement le meilleur parce qu'il fait en sorte que tout soit prêt, déployé et fonctionnel avant de plugger n'importe quel utilisateur dessus. Alors que le rolling, comme vous l'avez compris, il y a des utilisateurs qui auront votre nouvelle version pendant que d'autres auront l'ancienne. Ce n'est pas un cas qui est acceptable pour tout le monde. Nous, on fait comme ça parce qu'on peut se le permettre, mais je sais qu'il y a certains softs qui ont besoin d'être pareils sur toutes les machines. Et à ce moment-là, vous prendrez l'immutable, sûrement. Après, voilà, vous pouvez faire pareil pour les updates de conf, c'est-à-dire là, depuis tout à l'heure, on change des configurations, vous pouvez aussi appliquer
des rollings ou des immutables. Voilà, bon, le heal threshold, c'est pour dire... Là, en gros, s'il n'est pas OK, il considère qu'il doit rollback. Mais vous pouvez lui dire que même en cas de warning ou degraded, il ne va pas rollback. Sévère, en gros, alors quand votre environnement est en sévère, là, vous pouvez tout de suite vous suicider, je vous préviens. C'est que ça va vraiment pas. Degraded, c'est déjà assez grave, mais voilà, en gros, le heal threshold, c'est pour dire tu t'en fous, si c'est en warning ou en degraded, je m'en fous, tu peux continuer, c'est pas important. C'est dans le cas où votre soft, vous savez qu'il est buggé et que vous voulez le deploy buggé, bah voilà. Et vous pouvez lui dire aussi, pareil, de ne pas rollback quand il y a un problème. Bon, de ne pas du tout rollback, c'est quand même un peu bourrin. Puis après aussi, vous avez voilà, les paramètres d'autoscaling qui sont répliqués ici. Enfin, dernier point intéressant alors, que je vais soulever pour faire un peu rapide. C'est un truc un peu nouveau qui est arrivé, mais que je veux vous montrer parce que c'est important. Notamment, vous avez dû entendre parler, certains, si vous utilisez Linux, de la faille DirtyCo qui est arrivée dans le kernel récemment. Donc une faille de sécurité très grave. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut mettre à jour tous vos serveurs. Et Beanstalk qui a pensé depuis peu, vous pouvez enable des updates qui se feront toutes seules. Donc vous lui dites, là je vais te prendre tous les dimanches, allez à 2h du mat UTC, bon ça fait 4 heures du mat chez nous à peu près, donc on est tranquille. Qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Et tout simplement, il va faire vos mises à jour logicielles, donc il va mettre à jour votre kernel, tous les softs qui ont besoin d'être mis à jour sous Amazon Linux, il les mettra à jour. Et vous pouvez même lui dire s'il n'y a pas de mise à jour, redémarre quand même toutes les machines. Ça, c'est dans le cas où vous savez que votre soft, il prend de la RAM et que vous aimez bien clean un peu le tout, ça peut être pratique, c'est pas obligatoire. Je vais m'arrêter sur ce point parce que j'ai déjà un peu débordé, je suis désolé. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, il y a beaucoup de choses que vous pourrez découvrir vous-même, donc je vous souhaite d'essayer AWS, ça marche bien, c'est fonctionnel, et voilà, j'espère que vous avez apprécié.